Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 l'hebdo, l'émission pour revenir sur l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Quelle école du futur pour faire réussir nos jeunes ? C'est la question posée lors d'un colloque à l'Assemblée nationale, organisé par Génération Entreprises Entrepreneurs Associés, un groupe qui rassemble 150 parlementaires. Une réunion publique des Républicains yvelinois sur les enjeux européens, un événement organisé jeudi soir à Bois d'Arcy avec notamment la présence de Sophie Primas, sénatrice des Yvelines. Elle est notre invitée. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur le lancement du plan climat air-énergie territorial de Saint-Quentin en Yvelines et sur la mobilisation concernant la piscine de Maurepas. Les gilets jaunes de Coignères ont été évacués ce jeudi soir par des CRS, une évacuation décidée par le préfet qui s'est déroulée dans le calme. La mobilisation sous forme de barrage filtrant devant le dépôt pétrolier de la commune a commencé dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Une manifestation qui s'organisait autour d'une sorte d'un village de gilets jaunes. Elle avait reçu le soutien de la mairie. Réfléchir sur l'école du futur, c'était le thème du colloque organisé hier à Paris par le groupe Génération Entreprises Entrepreneurs Associés, composé de 150 parlementaires. Ce groupe de réflexion a été cofondé par le président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Une matinée durant laquelle plusieurs intervenants ont partagé leur expérience. Aurélie Ronze était sur place. L'importance du numérique dans l'école ou encore le rapprochement entre l'école et l'entreprise. Ces pistes ont été évoquées à l'occasion du deuxième colloque de l'année pour le groupe Génération Entreprises Entrepreneurs Associés. C'est un thème d'actualité parce qu'il parle à la fois du numérique, il parle du respect, il parle de l'exigence, du devoir et puis également, ne jamais oublier, la récompense. Parmi les intervenants, Frédéric Castagnède. Dans son documentaire Demain l'école, le réalisateur fait un tour d'horizon mondial des meilleures pratiques pédagogiques, le modèle asiatique avec Singapour ou encore le modèle nordique avec la Finlande. Ces caméras ont également suivi des classes élancourtoises utilisant le numérique. Élancourt est particulièrement avancé sur l'innovation, mais ce que j'ai constaté, c'est que c'est pas seulement de l'innovation technologique, mais aussi pédagogique. On voit que dans les classes, par exemple, il y a cette organisation en îlot qui travaille sur l'engagement actif des enfants, le travail en coopération. Et moi, ce que j'ai pu constater à l'issue de ce tour de monde des meilleures pratiques pédagogiques, c'est que là, on a parlé par exemple du numérique à l'école. Le succès du numérique à l'école, c'est quand il est intégré dans la pédagogie du professeur. Composé de 150 parlementaires et entrepreneurs, ce groupe est force de proposition. Il a également pour vocation de combattre les préjugés dont peuvent être victimes les entreprises. On est en relation avec d'autres think tanks qui n'ont pas les mêmes moyens d'accès au Parlement. Et il y a également des chefs d'entreprise et des gens de la société civile. Et on réfléchit sur les grands problèmes, bien sûr, pour avoir des solutions qu'on peut faire voter ici pour débloquer la société. En plus des colloques, Génération Entreprises Entrepreneurs Associés organise chaque mois des petits déjeuners avec un chef d'entreprise. Première réunion publique des Républicains yvelinois depuis les élections internes en octobre dernier qui ont porté Pierre Bédier à la tête de la fédération et un invité de marque, le député européen républicain Geoffroy Didier, pressenti pour être la tête de liste pour les élections européenne. Il est revenu sur les enjeux liés à ce scrutin et sur l'actualité politique en France. Cette réunion, l'occasion pour nous de nous entretenir avec Sophie Primas, la sénatrice Les Républicains des Yvelines. Les images sont signées Mélanie Poquet. Sophie Primas, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez de tenir une réunion publique concernant les enjeux de l'élection européenne avec en invité le député européen Les Républicains, Geoffroy Didier. Alors, en quoi ce scrutin qui aura lieu le 26 mai 2019. Et la thématique de l'Europe est cruciale pour le Parti des Républicains. Alors, c'est crucial pour la France d'abord, dans un premier temps, puisque Geoffroy a eu l'occasion de le dire ce soir, l'Europe ce n'est pas une anecdote, l'Europe c'est notre identité, notre culture, mais c'est aussi notre intérêt au niveau national que d'être au sein d'une organisation beaucoup plus large, plus européenne, qui soit une force pour faire face à des blocs mondiaux qui sont extrêmement puissants. Ce sont en particulier les États-Unis, la Chine et je rajouterais d'ailleurs la Russie. Nous devons avoir une organisation qui soit capable de nous porter, nous les Français, à l'intérieur d'une force plus importante que celle qui est hexagonale aujourd'hui. Alors des enjeux forts pour la France, mais pour rappel, les élections européennes de 2014,
l'abstention a dépassé les 53% dans les Yvelines. Comment on fait pour justement mobiliser, présenter ces grands enjeux pour la France et pour mobiliser les Yvelinois du coup ? Je crois que c'est justement le point de départ aujourd'hui, c'est de mobiliser ce soir nos troupes, les Républicains dans les Yvelines, leur expliquer les enjeux, répondre à leurs questions, répondre à leurs interrogations, à leurs objections, et puis derrière être en capacité de nous déployer sur le département pour expliquer à quel point cette élection est importante. Et peut-être que cette année, dans un contexte où il y a du désordre en France aujourd'hui, expliquer de nouveau ce que l'Europe peut nous apporter est un élément qui, me semble-t-il, devrait concentrer l'attention de nos concitoyens. Alors on vient d'assister à la première réunion publique depuis les élections internes qui ont porté Pierre Bédier à la tête de la Fédération des Yvelines. Comment se porte le parti aujourd'hui dans le département ? Oh bien, écoutez, il se porte comme au niveau national, c'est-à-dire que nous sortons meurtris, pas d'une élection départementale, mais d'une élection présidentielle l'année dernière qui nous a beaucoup affaiblis, il est vrai, beaucoup questionnés. Une partie d'entre nous sont partis, une partie se questionne, une partie sont restés. Nous sommes en reconstruction, donc nous sommes un malade qui va mieux, qui sort de la période difficile et qui a envie de reprendre des forces. Donc nous sommes dans une période de reconstruction. Sophie Primas reste avec nous, on passe tout de suite au résumé de l'actualité de la semaine. Ce mercredi 12 décembre, les agriculteurs yvelinois se sont rassemblés devant la préfecture à Versailles. Une mobilisation contre l'augmentation des taxes. Une délégation a été reçue par le préfet. Un reportage de Michael Elmidoro. Les tracteurs ont investi Versailles ce mercredi matin. Une cinquantaine d'agriculteurs venus de Houdan, Mantes et Rambouillet est venus protester contre l'augmentation programmée des taxes sur les produits phytosanitaires en France, des pesticides visant à protéger les plantes des parasites. Il faut absolument que l'agriculture française ait les mêmes règles que ses autres concurrents européens, qu'on ait le droit de mettre les mêmes produits phytosanitaires pour protéger nos cultures, pour qu'on ait les mêmes normes et pas de réglementation française qui viennent se réempiler. On est en train de courir un 100 mètres avec un boulet au pied par rapport aux autres pays producteurs européens. Une délégation d'agriculteurs a été reçue pendant près d'une demi-heure par le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault. L'entretien a été jugé satisfaisant par les manifestants. Je pense qu'il a une bonne approche. Je ne sais pas s'il a beaucoup de pouvoir et s'il va pouvoir nous aider dans nos revendications, mais il nous montrait une certaine solidarité avec ce qu'on pouvait avancer. Une nouvelle action devrait être menée en début de semaine prochaine dans les Yvelines. Le mode opératoire n'a pas encore été dévoilé. Alors Sophie Primas, on le voit dans ce sujet, les agriculteurs protestent contre les différences de politique, de normes qu'il y a entre les pays européens. Est-ce que l'harmonisation des normes agricoles à l'échelle européenne est une solution ? Elle est évidemment très réclamée par les agriculteurs français. L'agriculture française est un des piliers de la fondation de l'Europe, de la PAC. Aujourd'hui, l'agriculture française est vraiment leader avec l'Allemagne, avec la Pologne, de l'ensemble de l'Europe. Mais en France, comme nous voulons toujours être les meilleurs élèves, ceux qui montrent la voie, ceux qui montrent le chemin, eh bien nous avons des exigences de plus en plus importantes que nous imposons aux agriculteurs français, alors que d'autres agriculteurs, à l'intérieur même de l'Europe, n'ont pas ces difficultés, en tout cas n'ont pas ces contraintes. Alors les agriculteurs français veulent bien progresser, veulent bien changer de modèle, mais ils veulent le faire en même temps que les autres agriculteurs européens pour être dans des situations de compétitivité équivalentes. Donc il faut les mêmes normes pour tous les pays, les 28 Bien sûr, il faut des normes, une fiscalité qui soit la même, des normes qui soient les mêmes, des conditions de qualité de culture qui soient les mêmes, et il faut harmoniser ces conditions, sinon nous nous mettons des boulets aux pieds. Alors je le rappelle, vous êtes sénatrice des Yvelines, sénatrice Les Républicains. Ce mardi 11 décembre, au Sénat, vous avez adopté l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019. Un texte qui sera modifié puisque la veille, le président de la République Emmanuel Macron a apporté une réponse à la colère des Gilets jaunes sur le pouvoir d'achat avec plusieurs annonces. Alors on va les rappeler, une augmentation de 100 € du SMIC, notamment à travers la hausse de la prime d'activité, la défiscalisation des heures supplémentaires, l'annulation de la hausse de la CSG en 2019 pour les retraites inférieures à 2 000 €. En complément, il appelle les employeurs à verser une prime de fin d'année aux salariés. Est-ce que ce sont une prime défiscalisée, effectivement. Est-ce que ce sont de bonnes solutions ? Alors je ne sais pas si c'est de bonnes solutions, mais le président de la République
voulait répondre à une colère qui s'exprimait et qui s'exprime encore d'ailleurs dans la rue et dans toute la France d'ailleurs. Ce qui est très impressionnant, c'est que cette révolte, d'abord elle touche des gens qui n'ont pas l'habitude de manifester, des gens qui travaillent en général et qui disent leur exaspération de ne pas pouvoir vivre suffisamment bien, vivre tout simplement du fruit de leur travail. Donc c'est un petit peu atypique. Donc il a voulu faire des mesures qui sont fortes que nous réclamions. Ce n'est pas des républicains qui vont aller contre la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est un dispositif que Nicolas Sarkozy avait mis en place sous son quinquennat, bien évidemment, qu'Emmanuel Macron avait conseillé d'annuler au président Hollande. Celui-ci l'avait annulé pendant le quinquennat précédent. On revient à une mesure qui est vraiment excellente pour le pouvoir d'achat des Français. Je ne peux que m'en satisfaire. Après, sur les autres mesures, je suis aujourd'hui un peu dans l'attente des explications, parce que vous l'avez dit, c'est pas une prime du SMIC, c'est une augmentation de la prime d'activité. Bon, la prime d'activité aujourd'hui, elle est versée sous conditions. Donc, est-ce que ces conditions seront là aussi pour cette augmentation de 100 €? C'est des réponses que nous n'avons pas aujourd'hui. La même chose pour la CSG et l'arrêt de l'augmentation de la CSG sur les retraites. Je ne sais pas exactement quel est le seuil. Est-ce que c'est un seuil de 2 000 € par personne, par foyer? Nous n'avons pas encore ces réponses-là. Ça sera quelque chose qui sera discuté, je suppose, dans la fin des discussions sur le projet de loi de finances. Alors il va falloir aller très très vite parce que nous avons déjà fait beaucoup d'acrobaties au Sénat pour voter le projet de loi de finances. On nous annonce des projets de loi rectificatifs avant la fin de l'année pour que ces dispositifs puissent être en place en janvier. La session s'arrête le 22. Il va falloir que ça se discute, mais alors très très vite. Alors on sait que chez les Républicains, ce à quoi vous faites très attention, c'est le déficit public. Oui. Là on voit que ces mesures finalement vont le creuser. Le pourcentage du déficit public par rapport au PIB prévu pour 2019, c'était 2,8. Là c'est remonté à 3,5% oui. Avec ces mesures. Comment on gère cet équilibre entre réduire le déficit public et en même temps accorder du pouvoir d'achat aux Français ? L'élection présidentielle portait ce grand défi pour la France, qui est de réduire son déficit public. Quand on dit réduire son déficit public, c'est pas juste des mots. Réduire son déficit public, ça veut dire moins emprunter, ça veut dire arrêter de faire augmenter la dette de la France. La dette de la France, c'est une fois son PIB. Donc ça veut dire que toute la richesse qu'on produit, pour être très simple, elle suffit à peine à rembourser notre dette. Alors on entend des fois des gens qui nous disent que c'est pas grave, on n'a qu'à pas la rembourser. Oui, on n'a qu'à pas la rembourser, mais le jour où on commence à ne pas rembourser notre dette, on ne peut plus emprunter et clairement le lendemain matin on ne peut plus payer les fonctionnaires. C'est ça que ça veut dire, c'est exactement ça que ça veut dire. Donc il faut être très attentif effectivement au déficit de la France. C'est un paradoxe très difficile et le président Macron le savait mais ne l'a pas fait. Ça commence dès le premier jour de sa première année de quinquennat par une réforme structurelle du fonctionnement de l'État et par des économies sur le fonctionnement de l'État. C'est ce qu'il n'a pas fait, c'est la marche qu'il a loupée aux premières années de son quinquennat et je pense que ça lui sera fatal jusqu'à la fin de son quinquennat. Alors, par rapport aux annonces qu'Emmanuel Macron a faites en début de semaine, du côté des Gilets jaunes, elles n'ont pas convaincu. C'est le cas notamment à Coignières. Depuis samedi dernier, des Gilets jaunes ont organisé un barrage filtrant devant le dépôt de carburant de la commune. Nous sommes allés sur place. Regardez. Un village de Gilets jaunes à l'entrée de la zone industrielle des Marais à Coignières. Des citoyens avec des situations sociales différentes, tous mobilisés contre la politique du gouvernement. Nous, on commence à prendre racine. Il y a une chose qui a apporté ce mouvement et indirectement le président, c'est une solidarité. Il a réussi à rassembler quand même pas mal de monde et on commence à se créer une petite famille de Gilets jaunes et de ceux qui le soutiennent. À travers un barrage filtrant, les Gilets jaunes s'organisent pour faire vivre leur mobilisation. Ce matin, des élus de Coignières sont venus leur rendre visite après l'installation d'une benne à ordures par les services municipaux. Pour voir quels sont les besoins, faire en sorte avant tout que ça se passe bien, aussi bien pour eux que pour les automobilistes qui passent. S'il y a une volonté de donner la parole aux Français, aux citoyens, par l'intermédiaire des mairies, on le fera. Enfin, ça me paraît une évidence. Augmentation de 100 € du SMIC, prime d'activité comprise, défiscalisation des heures supplémentaires ou suppression de la hausse de la CSG pour les retraites inférieures à 2 000 €. Les mesures annoncées par Emmanuel Macron est jugées insuffisantes. Beaucoup de personnes ici que j'ai rencontrées m'ont bien fait comprendre que ça suffit pas.
Ça suffit pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un pouvoir d'achat. Voilà, c'est juste vivre. J'ai entendu, c'est un premier pas qui est intéressant. Maintenant, il y a tellement de choses qui n'ont pas été abordées qu'au final, en fait, c'est du vent. Je le prends comme ça. C'est-à-dire que quand on est sur une intervention médicale et qu'il y a une hémorragie, on ne met pas un pansement, on sort les gros moyens et on sauve la personne. Ces gilets jaunes ont prévenu, ils sont prêts à passer les fêtes ici en famille à l'entrée de la zone industrielle des Marais de Coignères. On constate parmi les gilets jaunes, il y a différentes catégories sociales, des personnes qui viennent de partout. Alors souvent c'est la zone périurbaine. Il y a même des anciens chefs d'entreprise. En tant que sénatrice et ancienne maire d'Aubergenville, comment vous ressentez ce mouvement? Qu'est-ce que c'est? C'est très difficile de dire ce que c'est. Ce que c'est un mouvement de désespérance par rapport à une situation, je vous le disais tout à l'heure, de gens qui travaillent, donc qui ne sont pas des gens qu'on pourrait dire qui n'ont pas envie de travailler, par exemple. Ce sont des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois parce qu'ils sont assommés de charges. Alors ça concerne tout le monde. Ça concerne celui qui touche le SMIC et qui n'arrive pas à finir sa fin de mois. Ça concerne celui à qui on a baissé les APL. Ça concerne le chef d'entreprise. Ça concerne l'artisan qui prend sa voiture et qui dépense du fioul. Voilà, ça concerne toutes les catégories de Français. Et du coup, ça devient un mouvement aussi qui est difficile à appréhender politiquement. Parce que ces personnes ont toutes des revendications très différentes. Certaines veulent qu'on augmente les minimums sociaux, d'autres veulent qu'on augmente le SMIC. Une troisième catégorie veulent qu'on baisse la taxation sur le pétrole parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir de l'énergie moins chère. D'autres veulent qu'on baisse les charges sur leurs salariés parce qu'ils ont besoin d'embaucher et qu'ils voudraient embaucher plus. C'est un mouvement multiforme, protéiforme et ça sera très difficile de répondre effectivement à tout le monde en même temps. Merci Sophie Priman de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Sénatrice Les Républicains des Yvelines. Merci. L'actualité en Ile-de-France, c'est notamment l'impact économique du mouvement des Gilets jaunes. Depuis le début des mobilisations le 17 novembre dernier, les week-ends se suivent et sont de moins en moins lucratifs pour les commerçants. Un reportage de nos confrères de Via Grand Paris. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les week-ends se suivent et sont de moins en moins lucratifs pour les commerçants. Sur les dégâts, dégradation, pillage, depuis 2 semaines, plus de 500 commerces et entreprises de services ont été impactés. Rien que dans les magasins de jouets, le montant des dégâts est estimé à 40 millions d'euros en région parisienne. Vous avez par ailleurs un certain nombre d'activités dans l'industrie, je ne parle plus du commerce, je parle de l'industrie elle-même, qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils ne sont plus approvisionnés. Sur le chiffre d'affaires. Alors que la période des fêtes est un moment crucial pour certains secteurs, les entreprises constatent une baisse de fréquentation. Dans les centres commerciaux, les pertes sont estimées à moins 30% par rapport à la même période l'année dernière. Les répercussions sur l'emploi pourraient s'avérer dramatiques pour les commerces. Le mois de décembre, c'est un mois double, voire un mois triple. Donc ça peut représenter 15-20% ou davantage dans certaines catégories du chiffre d'affaires annuel. Ça veut dire que si ces commerces ne peuvent pas fonctionner normalement sur le mois de décembre, s'ils ne peuvent pas rattraper, et je crains qu'ils ne le puissent pas sur les 2 week-ends qui viennent, ça veut dire que ces commerces seront en difficulté. S'ils sont en difficulté, ça peut se traduire par des dépôts de bilan avec les conséquences qui s'y attachent en termes d'emploi. Avant samedi dernier, les détériorations avaient coûté plus de 300 millions d'euros en Ile-de-France. Les commerçants espèrent une accalmie ce week-end pour tenter de limiter la casse sur leur chiffre d'affaires. C'est une première en France. Les salariés du plateau de Satory vont pouvoir se déplacer en navette autonome. Dotées de perception étendue et développées par VDCom, elles étaient inaugurées ce lundi. Un reportage de Marilène Yapichino. Elles s'appellent Framboise et Litchi et elles avancent toutes seules. L'Institut VDCom a développé ces navettes autonomes pour étoffer l'offre de transport et permettre aux travailleurs du plateau de Satory d'effectuer le kilomètre manquant entre le dernier arrêt de bus et le plateau. On va vraiment aller très très rapidement sur un usage quotidien de cette mobilité comme un service de transport aujourd'hui, tout à fait comparable. Quand vous prenez le bus, quand vous prenez le métro, ce sera la même qualité de service, la même régularité qui sera offerte. Pour ses débuts, sa vitesse est limitée à 15 km/h. Elle est reliée à 16 satellites via son antenne GPS et comprend 8 capteurs appelés lidar pour détecter le moindre danger. 2 lidars sur le toit qui permettent de détecter les bâtiments. On va avoir un lidar 3D ici, un de chaque côté bien entendu,
Voilà, qui permettent de voir ce qui se passe sur les côtés. Et enfin, on va avoir des lidars en bas, 4 donc, et qui vont permettre notamment de déclencher la chaîne de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive, la navette s'arrête. Les navettes autonomes ne sont pas totalement livrées à elles-mêmes. Elles communiquent avec les opérateurs du local de supervision du Mobilab. Ce service gratuit est une première en France. Si c'est dans le département que l'innovation se fait, les entreprises, les recherches, les laboratoires viennent, s'implantent et créent les emplois de demain, et créent l'aménagement du territoire de demain et les facilités de déplacement de demain. Encore en phase d'expérimentation, ce sont les salariés de VDCOM qui en bénéficieront dans un premier temps. L'objectif final étant une couverture plus large du territoire. Adopté en conseil communautaire le 20 septembre dernier, le plan climat air énergie territorial de Saint-Quentin en Yvelines a été lancé ce mardi 11 décembre à l'Observatoire Versailles-Saint-Quentin. Un lancement qui passe notamment par la création d'une plateforme en ligne baptisée Esquimau. Pour suivre la mise en œuvre du plan, regardez. Esquimau, le nom de la plateforme en ligne du plan climat air énergie territorial de Saint-Quentin en Yvelines, un outil virtuel destiné à tous les acteurs du territoire pour permettre l'accompagnement de la mise en œuvre du programme. Les gens vont pouvoir suivre de manière la plus précise possible les évolutions de consommation. Ils vont pouvoir suivre aussi la mise en application du plan climat, air énergie, et également ils vont pouvoir proposer des nouvelles actions. L'Observatoire Versailles-Saint-Quentin va contribuer à cette plateforme dans le traitement des données, notamment de la consommation énergétique. C'est beaucoup plus facile de demander à un certain nombre de personnes de suivre leur consommation, d'évaluer leur consommation au quotidien à travers un cadre d'évaluation qu'on fournira avec une mini-formation, que de nous-mêmes d'aller chercher la donnée. Donc ça responsabilise les gens par rapport à leur consommation et puis ça permet pour nous de recueillir de la donnée fiable au quotidien. Faire émerger une filière transition énergétique sur le territoire ou encore valoriser les commerces en circuit court. Plusieurs actions du plan climat air énergie territorial lancées ce mardi 11 décembre et votées le 20 septembre dernier. Adapter le territoire au changement climatique en essayant de à la fois réduire les consommations d'énergie et d'utiliser au maximum des énergies renouvelables pour nous rendre le plus indépendants possible par rapport aux énergies fossiles et au nucléaire. On a des gros progrès à faire par rapport à l'isolation thermique. Et là, il va falloir travailler sur des rénovations énergétiques de l'ensemble des bâtiments. Depuis juin 2016, la plateforme Repère Habitat permet aux Saint-Quentinois d'engager les démarches pour une rénovation énergétique. Un projet de centre aquatique intercommunal qui fait débat. Mardi soir, la ville de Maurepas signait le recours à la gestion déléguée du projet lors de son conseil municipal. Un événement que ne pouvait pas manquer le collectif Piscine pour tous, remonté contre les conditions du projet. Les explications de Marilène Yapichino, les images sont signées Grégory Canalé. Depuis la décision de sa fermeture en avril 2015, la piscine de Maurepas pose bien des problèmes à la municipalité. S'il vous plaît, il y aura des activités ludiques, il fallait bien envoyer au public pour vous expliquer. Le projet de reconstruction d'un centre aquatique intercommunal entre Maurepas et Élancourt a plusieurs points de conflit. Le collectif Piscine pour tous s'est constitué en mai dernier. Ses membres étaient présents mardi soir pour manifester avant le conseil municipal et tenter de s'y exprimer. La concertation qui a été menée pendant l'été est largement insuffisante. La concertation menée par les maires est largement insuffisante. Elle est lacunaire, elle est imprécise et elle laisse en suspens de très nombreuses questions pour répondre aux missions de service public. Des arguments incompris par le maire de la ville qui a consulté les habitants il y a quelques mois et obtenu plus de 3000 réponses. J'ai fait avec mon collègue d'Élancourt et de Coignard à l'époque une grande concertation sur plus de 4 mois entre juin et septembre. Grand public, avec un questionnaire sur Internet, papier, dans les 3 villes. On a fait des groupes de travail avec l'ensemble des associations. On a fait des groupes de travail avec les collèges, les représentants des collèges et des lycées. On a recueilli tous ces besoins. Principal sujet d'inquiétude pour le collectif partagé avec l'opposition, la délégation du service à une entreprise privée. Le maire de Maurepas tient à rappeler qu'il ne s'agit pas d'une privatisation. Quand vous déléguez un service public dans le privé, il y a toujours un contrôle de la puissance publique qui a lieu tous les ans au travers d'un rapport du délégataire qui est voté en conseil municipal. Et ensuite, vous avez les agents de la collectivité qui suivent de près l'exécution du contrat.
C'est une obligation dans le cadre des marchés publics. Le recours à la gestion déléguée signé, l'appel d'offres sera lancé le 17 décembre pour un lancement des travaux fin 2019. Le collectif se dit pourtant déterminé à poursuivre ses actions et appelle les citoyens à les rejoindre. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'information lundi à 18h avec le 7-8 journal. D'ici là, passez un excellent week-end.